Madeleine ou Maddie Ray Clifton est née le 17 juin 1990 des parents Steve et Sheila Clifton. Elle vit avec ses parents et sa sœur aînée, Jessie, à Jacksonville, en Floride. Ses amis et sa famille la décrivent comme passionnée, énergique et pleine de vie. À tout juste 8 ans, Maddie était une élève populaire et prometteuse à l'école catholique San José, une école privée de Jacksonville qu'elle fréquentait avec sa sœur. Le mardi 3 novembre 1998, la journée se déroule comme d'habitude. Alors que les adultes autour d'elle étaient concentrés sur le fait que c'était le jour des élections, suivant de près les nouvelles, Maddie est rentrée de l'école juste après 16h30 et s'est exercée au piano pendant un court moment jusqu'à ce que Sheila arrive à la maison. Dès qu'elle franchit la porte, Maddie la supplie de la laisser jouer dehors avec les enfants du quartier avant le dîner. Sheila accepte à condition qu'elle ne soit pas trop longue et Maddie se précipite dehors pour rejoindre ses amis. C'est la dernière fois que sa mère l'a vue vivante. Un peu plus d'1 heure après le départ de Maddie pour aller jouer, Sheila l'appelle avec sa sœur à la maison pour le dîner comme promis. Mais Maddie n'est pas rentrée. Les enfants du quartier sont rentrés chez eux depuis longtemps, mais il n'y a aucun signe de la petite fille de 8 ans. Sheila se met à frapper aux portes dans toute la rue, demandant à tout le monde si Maddie est avec eux ou si quelqu'un l'a vue récemment, mais en vain. Les habitants ont rapidement proposé le raid et les recherches commençaient lorsque Sheila a composé le 911 pour signaler la disparition de sa fille à 18h33. Une recherche massive s'en est suivie, avec plus de 1000 personnes de la région se joignant aux recherches pour retrouver Maddie. Les équipes de recherche du public et des forces de l'ordre n'ont pas arrêté. La police a bouclé la zone et interrogé les voisins. Des rubans jaunes ont fleuri un peu partout, les gens s'unissant pour prier afin que la petite fille de 8 ans soit retrouvée saine et sauve. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire et n'ont cessé de demander au grand public des pistes pour la retrouver. La réserve de l'armée américaine et la garde nationale ont même été appelés en renfort et ont fouillé les grottes, les ponceaux et même le réseau d'égouts local dans l'espoir de trouver quelque chose qui permettrait de ramener Maddie à la maison. 3 jours après sa disparition, ses parents ont tenu l'une des nombreuses conférences de presse, implorant le retour de leur fille saine et sauve. Une récompense de 50 000 $ a été mise en ligne pour toute information permettant de la retrouver. Sheila s'est adressée au public, puis directement à Maddie en déclarant « Maddie est une petite fille très forte. Elle est pleine d'amour. Maddie, si tu es là et que tu nous entends, nous sommes prêts à te ramener à la maison. » Mais aucune nouvelle piste n'a été découverte. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, tout le monde espérait qu'elle serait retrouvée vivante. Mais au fur et à mesure que le temps passait et qu'il n'y avait pas de nouvelles pistes, cet espoir se dissipait rapidement. Lorsque la police a semblé vouloir mettre un terme aux recherches de la jeune fille, le FBI s'est impliqué. La récompense a été doublée à 100 000 $ et l'émission America's Most Wanted a proposé de diffuser l'histoire. La communauté faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que Maddie Clifton reste au premier plan des préoccupations de chacun. La police a trouvé un nom à son premier suspect quelques jours seulement après la disparition de Maddie. Un voisin, Larry Grisham. Larry a été interrogé plus de 20 fois par les enquêteurs et son domicile a été fouillé 9 fois dans le cadre de cette affaire. Après qu'un autre témoin ait rapporté que Maddie était avec Larry le jour de sa disparition, frappant des balles de golf dans le jardin d'un autre voisin. Après avoir apparemment manqué de balles, elle a été aperçue par des témoins marchant en direction de son domicile, vraisemblablement pour en récupérer d'autres, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Larry a corroboré le témoignage du témoin et a dit aux inspecteurs qu'il avait joué avec Maddie ce jour-là. Il leur a dit qu'elle était effectivement rentrée chez elle pour chercher d'autres balles de golf, mais qu'elle n'était pas revenue. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas inquiet, il a répondu simplement qu'il supposait que Sheila avait dit à Maddie que le dîner était prêt et qu'elle devait rester à la maison. Larry Grisham avait un passé mouvementé. Il avait été arrêté 2 fois auparavant, près de 20 ans plus tôt, en rapport avec 2 cas différents d'agression. Mais dans les 2 cas, les charges ont été abandonnées. Il avait également été accusé de conduite en état d'ivresse et de vol de voiture. Malgré son passé, il était une figure bien connue de la communauté,
Alors qu'il avait 45 ans au moment de la disparition de Maddie, on le voyait souvent jouer avec les enfants du quartier. Il s'est soumis à un test polygraphique afin de prouver son innocence, ce qu'il a échoué. Malgré cela, il a pu fournir un alibi solide, a donné des échantillons d'ADN à la police et a été libéré. Si Larry a été libéré, cela signifie que la recherche de Maddie et de celui qui l'a enlevé se poursuit. Elle a continué à faire l'objet de reportages aux nouvelles locales et nationales, à la télévision et dans les journaux. Son visage est placardé sur les affiches de disparition et affiché dans les magasins à travers tout l'État. La communauté attendait avec impatience des nouvelles de la jeune fille. Les autorités craignaient que Jessie Clifton ne soit également en danger et ont posté des agents au domicile familial. S'il y avait la moindre chance que le kidnappeur inconnu revienne chercher Jessie, il aurait une mauvaise surprise. Jessie décrira plus tard cette expérience. À 11 ans, on pense aux jouets et aux jeux, mais au lieu de ça, elle vivait son pire cauchemar. 7 jours après la disparition de Maddie, ses parents ont passé la matinée à filmer un reportage sur leur fille pour un journal télévisé national. Jessie était à proximité, jouant au Monopoly avec l'un des agents des forces de l'ordre en poste pour assurer sa sécurité. Sheila a conclu l'interview en lisant un extrait du livre « I promise I'll find you », « Je te promets que je te retrouverai. Si je n'avais pas d'autre moyen, je marcherais, je ramperais, je courrais et je te chercherais jusqu'au bout du monde, mon trésor. » Alors que l'équipe remballait, quelques minutes plus tard, des cris ont été entendus dans la maison en face de celle des Clifton. La maison de l'autre côté de la rue appartenait à la famille Phillips. Cette famille avait emménagé dans le quartier environ 18 mois avant la disparition de Maddie. Melissa et Steve Phillips vivaient avec leur fils unique, Joshua. Il avait 14 ans lorsque Maddie a disparu et était décrit comme un garçon gentil mais calme. Cette famille se tenait à l'écart, mais se montrait amicale avec le reste des voisins. Steve a été décrit plus tard comme un homme violent, incapable de garder un emploi. Il semble que beaucoup de choses se passaient derrière des portes fermées dont personne n'avait connaissance jusqu'à ce qu'elles soient largement ouvertes. Joshua Phillips connaissait Maddie et avait participé aux recherches. Il a parlé aux inspecteurs lors de sa disparition, leur disant qu'il l'avait vue mais qu'il ne lui avait pas parlé le jour de sa disparition. Son histoire était en contradiction avec celle d'un autre témoin qui affirmait avoir vu Maddie jouer et avoir remarqué que Joshua Phillips la suivait de près. Le témoin avait fait abstraction de ce qu'elle avait vu, à savoir que les deux jeunes jouaient et avaient cessé de regarder. Le témoin ne savait pas que Joshua Phillips avait été interdit de jouer avec Maddie et sa sœur après un incident survenu quelques semaines avant la disparition de Maddie, au cours duquel Joshua a été retrouvé seul et sans invitation dans la chambre de Jessie Clifton, sans que l'on sache pourquoi il s'y trouvait. En suivant la source des cris chez les Phillips, les enquêteurs et d'autres voisins ont vu Melissa Phillips courir dans la rue en criant qu'elle avait trouvé le corps de Maddie Clifton sous le matelas à eau de son fils. Les agents ont rapidement suivi Melissa jusqu'à son domicile où elle a décrit comment elle nettoyait la chambre de son fils lorsqu'elle a remarqué une fuite et une grande quantité de liquide inconnu et malodorant sur son plancher. En cherchant la source, elle a eu une vision inimaginable. Elle a soulevé le matelas de Joshua et a vu le corps sans vie de Maddie Clifton coincé entre les cadres. La police a été immédiatement dépêchée à l'école de Joshua pour l'arrêter, tandis que d'autres personnes s'efforçaient de retirer l'enfant et d'établir ce qui lui était arrivé. Maddie Clifton a été retrouvée en position fœtale, partiellement habillée, nue à partir de la taille, à l'exception de ses chaussettes qu'elle portait encore. Le shérif Nat Glover a décrit la découverte de Maddie comme suit. Son corps était solidement enfoui dans le battant de ce matelas à eau. Maddie avait de multiples blessures là où elle avait été poignardée et matraquée par Joshua. Joshua a été arrêté en classe pour suspicion de meurtre et emmené pour interrogatoire. Là, il a avoué le meurtre et a raconté aux enquêteurs sa version des faits. Le jeune homme de 14 ans a raconté aux enquêteurs que le jour où Maddie a disparu, ils jouaient au baseball ensemble dans son jardin.
Il a expliqué qu'il n'était pas autorisé à recevoir souvent des amis à cause du mauvais caractère de son père, mais que Maddie l'avait approché pour lui demander de jouer et que, comme ses parents étaient tous deux en train de voter, il avait accepté. Pendant le jeu, Joshua a déclaré à la police qu'il avait accidentellement frappé Maddie au visage avec une balle de baseball. Maddie a été blessée et Joshua a dit qu'il avait fait et dit tout ce qu'il pouvait pour que la petite fille de 8 ans se taise, craignant des répercussions de la part de son père. Il a raconté à la police comment il a fait entrer Maddie chez lui et se souvient que ses vêtements tombaient alors qu'elle se débattait pour être conduite dans sa chambre. Et c'est là que l'attaque a commencé. Il a frappé Maddie, violemment, avec une batte de baseball pour l'empêcher de crier et l'a assommée dans la foulée. Ses parents sont rentrés à la maison quelques minutes après. Il a rapidement empaillé Maddie, qui était vivante mais inconsciente sous son matelas. Il est ensuite descendu, essayant de dissimuler ce qui s'était passé, et apparu normal devant ses parents, discutant avec eux en mangeant au dîner. Ses parents n'ont pas remarqué les gémissements de la petite fille de 8 ans tout au long de la soirée, mais Joshua, oui. Lorsqu'il est retourné dans sa chambre plus tard dans la nuit, il a découvert que Maddie était toujours vivante, mortellement blessée, mais vivante. Sachant qu'il ne pouvait pas la laisser partir, de peur d'être dénoncé, il l'a des 9 fois dans le cou et la poitrine, encore et encore, jusqu'à ce que cette fois, il soit certain qu'elle était. Le médecin légiste a noté que Maddie avait subi 3 attaques distinctes, dont chacune aurait pu être fatale. Il a ajouté qu'il était peu probable que Maddie ait survécu au matraquage et que ce que Joshua avait pris pour un gémissement était plus probablement le râle de la mort. 9 ont été portés à la poitrine et à l'abdomen de Maddie. Le canif a traversé son cou et sa trachée. L'autopsie a révélé que, bien qu'elle ait été trouvée partiellement vêtue, il n'y avait aucune indication d'. L'autopsie a conclu que la cause finale de la de Maddie était la noyade dans son propre sang. Après la découverte du corps de Maddie, la police a fouillé le reste de sa chambre et a découvert des souvenirs macabres. Joshua avait gardé un prospectus de personnes disparues lors des recherches de Maddie, ainsi qu'une photo de Jessie Clifton, une photo qui avait disparu de la maison familiale quelque temps avant le. Rick Sabler, le chef des détectives, a commenté ce fait en disant « Il y avait un certain engouement de sa part pour Jessica. Les armes utilisées lors de l'attaque ont été rapidement retrouvées par la police et utilisées pour corroborer son histoire, et Joshua a été inculpé de au premier degré. » Peu après, le 17 novembre 1998, le procureur Harry Shorstein a annoncé son intention de juger Joshua Phillips pour le de Maddie Clifton en tant qu'adulte. Ce qui signifie que s'il est reconnu coupable, il sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Shorstein a attribué cette décision au fait que s'il était jugé en tant que mineur, il serait libéré au bout de 5 ans seulement, prêt à tuer à nouveau. Bien que le corps de Maddie ait été retrouvé à quelques centimètres de l'endroit où il dormait, bien que ait été trouvé dans sa chambre et bien qu'il ait décrit en détail les événements du à la police, Joshua Phillips a plaidé non coupable du de Maddie Clifton. En raison de l'indignation publique et de l'énorme intérêt suscité par l'affaire à Jacksonville, les avocats de Joshua Phillips ont réussi à faire déplacer le procès qui a été programmé dans le comté de Polk, en Floride, afin de garantir un procès équitable à Joshua Phillips. Le 6 juillet 1999, le procès de Joshua Phillips s'est ouvert au palais de justice du comté de Polk. Pendant les déclarations d'ouverture, l'accusation a dit à la cour qu'elle était sur le point de détailler comment Joshua était coupable du plus brutal des au premier degré d'un enfant de 8 ans. Le dossier de l'accusation était principalement axé sur les événements que Joshua avait lui-même avoués à la police lors de son premier interrogatoire d'arrestation. Ils ont raconté à la cour comment Joshua avait traîné la fillette de 8 ans dans sa chambre, puis la
avec un canif pour qu'elle se taise. L'accusation a expliqué en détail comment il avait rangé le corps sans vie de Maddie dans le cadre de son lit en scellant les bords avec du ruban adhésif et en essayant désespérément de couvrir l'odeur nauséabonde qui commençait à s'échapper de sa chambre. Lors des premières perquisitions, les policiers qui visitaient le domicile des Phillips avant la récupération du corps de Maddie avaient remarqué l'odeur, Melissa attribuant ces dernières aux animaux de la maison. Le jury a entendu que dans les heures qui ont suivi la disparition de Maddie, Joshua a pris une torche et s'est glissé dans la foule des personnes à sa recherche. Il a aidé à distribuer des prospectus, à parler à Jessie de la disparition de sa sœur, tout en sachant qu'il avait la jeune fille disparue sous son lit et qu'il dormait juste au-dessus d'elle. Les jurés ont appris que Joshua avait agi normalement pendant les 7 jours de recherche et que personne ne soupçonnait rien. L'accusation a déclaré à la cour que la police avait parlé avec Joshua dans les jours qui ont suivi la disparition de Maddie. Il avait dit au détective qu'il connaissait la jeune fille, mais qu'il n'était pas autorisé à jouer avec elle en raison de la différence d'âge de 6 ans entre eux. L'expert médical de l'État a témoigné au cours du procès et a expliqué à la cour que Maddie avait subi 3 attaques distinctes et les jurés ont entendu comment chacune des blessures aurait été fatale environ 30 minutes après avoir été infligée. Maddie était déjà en train de avant d'être poignardée. La cour a entendu que le coup de Maddie avait été si violemment que les blessures ont perforé sa trachée, la faisant ou se noyer, dont sans sang. Le médecin légiste a ensuite décrit comment 2 des ont été infligés post-mortem. Enfin, il a expliqué aux jurés comment Maddie a été retrouvée avec ses petites mains agrippées au cadre du lit. Les jurés ont pleuré en entendant les parents de Maddie dire qu'elle se serait battue jusqu'à son dernier souffle. Le procès n'a duré que 2 jours. La défense n'a pas appelé de témoins, sachant que l'accusation avait un dossier solide, ouvert et fermé. La défense s'est plutôt concentrée à essayer de convaincre le jury que le de 14 ans n'était pas un monstre. L'avocat de la défense, Richard Nichols, a déclaré: l'État veut vous dire que Joshua Phillips était un monstre, mais les preuves montrent qu'il n'est pas un monstre. Quel que soit votre verdict, Monsieur Phillips a essentiellement renoncé à sa vie. Richard Nichols, pour la défense, a demandé au jury d'envisager de déclarer Joshua Phillips coupable d'un chef d'accusation moindre en se basant sur leur argument selon lequel le n'était pas prémédité et que Joshua n'avait pas prévu de tuer Maddie ce jour-là. Ils ont demandé au jury de prendre en compte le fait que le jeune homme de 14 ans était paniqué à l'idée d'être maltraité par son père s'il rentrait chez lui et trouvant une enfant de 8 ans en train de pleurer sur sa pelouse. C'était forcément un produit de la panique. Ce que nous avons certainement est un homicide involontaire selon la loi. Le procureur, Harry Shorstein, a rappelé au jury qu'il n'y avait pas de sang sur la balle de baseball, ni sur la pelouse. Une fois de plus, il a planté le dernier clou dans le cercueil de Joshua Phillips, à savoir que cette attaque avait été planifiée, et ce depuis qu'il avait été surpris en train de s'introduire dans la chambre de la sœur de Maddie. Et avec cela, l'accusation a renvoyé l'affaire. Le jury est sorti. 2 heures de délibération plus tard, ils sont revenus avec un verdict. Joshua Phillips a été reconnu coupable au premier degré de Madeleine Ray Clifton. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Des preuves qui ne pouvaient pas être utilisées au tribunal ont été révélées peu après la sentence par l'accusation. Harry Shorstein a enfin pu dire au public comment, dans les minutes qui ont précédé la rencontre de Joshua avec Maddie, ce jour fatal, il avait regardé chez lui des films extrêmement violents. Shorstein, bien qu'il n'ait pas pu utiliser cette information devant le tribunal, a fait valoir que c'était une raison supplémentaire pour laquelle Joshua avait recherché la fillette de 8 ans ce jour-là. Bien qu'elle ait obtenu une forme de justice pour sa fille, la famille Clifton n'a plus jamais été la même. Steve et Sheila ont divorcé peu de temps après la fin de l'affaire. Après avoir été des amoureux du lycée, le couple n'a pas pu continuer à vivre son deuil et rester ensemble. Jessie, aujourd'hui âgée de 35 ans, parle encore aujourd'hui de sa sœur. Dans des interviews récentes, elle a déclaré:
Je me battrai pour elle jusqu'à ce que je ne sois plus sur cette terre, et je le ferai toujours. Elle était ma meilleure amie, et je me battrai toujours pour elle, parce que je sais que si c'était l'inverse, elle le ferait pour moi. En 2000, Steve Phillips est mort après un accident à Tallahassee. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de l'accident et a été éjecté du véhicule, mourant sur place. Melissa Phillips a tourné la page et s'est remariée depuis, mais elle a choisi de garder son identité secrète, déménageant plusieurs fois pour obtenir l'anonymat au fil des ans, tout en continuant à faire campagne pour une réduction de la peine de son fils meurtrier. En 2012, la Cour suprême des États-Unis a statué que les mineurs qui ont été jugés comme des adultes pour leurs crimes ne peuvent pas bénéficier de la peine obligatoire de perpétuité qu'un adulte aurait. L'équipe de Joshua Phillips a donc fait pression pour que sa peine soit revue en conséquence et la demande a été acceptée. En 2017, Joshua a comparu devant le juge itinérant, Waddell Wallace-Tree, pour être à nouveau condamné. Joshua a préparé une déclaration qu'il a lue à la famille Clifton en disant « Je ne prétends pas connaître ou comprendre votre douleur ou saisir le vide que j'ai créé dans vos vies. Je peux dire ceci, je comprends la douleur. Je suis devenu assez intime avec la souffrance. Ayant grandi en prison, j'ai vu beaucoup de choses sombres et je suis allé dans des endroits sombres. À de nombreuses reprises au cours de ce voyage, j'ai failli mettre fin à ma vie juste pour échapper à tout cela. » Le juge Wallace a déclaré que les nouvelles lois prévoyaient la possibilité de condamner des mineurs à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle si les circonstances étaient exceptionnelles. Et dans ce cas, le juge a estimé qu'il disait « Je crois que c'est l'un des crimes les plus rares et les plus inhabituels qui justifie la prison à vie. » L'équipe de Joshua a demandé une nouvelle détermination de la peine 2 ans plus tard, où un psychologue a témoigné que Joshua avait de véritables remords pour ses crimes, qu'il s'était réhabilité et qu'il travaillait dans la prison, aidant d'autres détenus à rechercher des moyens de réduire leur peine. Au grand soulagement des Clifton, le juge a confirmé la condamnation une fois de plus et a déclaré que la peine de Joshua serait réexaminée en 2023, après 25 ans de détention. Les faits démontrent la brutalité du de Maddie Clifton. N'était pas accidentelle, elle était voulue. N'a pas été rapide ou indolore, elle a été longue et agonisante. Ces faits mettent également en évidence des aspects troublants du comportement du défendeur. Premièrement, l'insensibilité et l'impitoyabilité dont il a fait preuve lors du lui-même. Deuxièmement, la manière froide, calme et posée avec laquelle il a continué à vivre, même en participant aux recherches. Et troisièmement, le fait qu'il ait dormi sur son corps pendant 6 jours. Toutes ces actions impliquent à la Cour l'existence de quelque chose de bien plus que la simple immaturité, l'impétuosité ou l'incapacité à évaluer les conséquences. Joshua Phillips est toujours en prison à ce jour. Merci d'avoir regardé la vidéo de ce jour. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt sur Au cœur du crime.